Que fait la police? Que fait la police municipale? C'est la question que posent les élus d'opposition à la mairie de Paris. Changer Paris, le groupe d'opposition dénonce en effet une baisse des interventions en 2025 et ce malgré une hausse des effectifs. Vous pouvez le voir dans ce tweet qui s'affiche. Un sujet également sur le très faible volume de verbalisation concernant les incivilités qui ne représentent en effet que 6% contre 94% pour les infractions routières. On va essayer de comprendre comment ça se passe effectivement sur le terrain et on va en parler avec nos invités en plateau. Valérie Montandon, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes élue au Conseil de Paris, LR pour donc le groupe d'opposition Changer Paris. Kevin Havet, adjoint PS à la mairie du 18e arrondissement, chargé de la sécurité et de la police municipale. Et avec nous également en plateau, Nicolas Martin-Lalande. Vous êtes membre de l'association pour la défense des riverains et l'animation du quartier des Halles. Je vais commencer avec vous puisque ce qui nous intéresse, en effet, c'est ce qui se passe effectivement sur le terrain. Vous défendez donc les riverains des Halles. Est-ce que vous trouvez que la police municipale est suffisamment représentée ? Alors la DRAC, c'est une association assez originale parce qu'elle est composée à la fois de riverains habitants mais également de riverains commerçants. Donc c'est aussi une association qui essaye d'innover et d'inventer des solutions de compromis lorsque les intérêts des habitants et des commerçants sont parfois en conflit, je pense notamment aux terrasses. D'accord. Voilà. Nous, on considère que la police municipale fait un bon travail sur le terrain. On a d'excellentes relations avec elle. Ils sont assez réactifs. On échange régulièrement par mail avec ses représentants. Néanmoins, la situation sur le terrain ne nous satisfait pas. Alors, les Halles, c'est aussi un quartier qui est très particulier. C'est un petit peu le quartier de tous les superlatifs en termes de nuisance, si je peux dire. Vous avez, c'est la plus grande gare souterraine d'Europe, le métro et le RER des Halles. Donc, il y a beaucoup Parisiens, il y a beaucoup de Franciliens, il y a beaucoup de touristes c'est également. Finalement ce qu'on appelle un hub de transport. Exactement, donc il y a de tels flux qu'il est difficile d'avoir un quartier qui soit parfaitement bien entretenu, mais néanmoins on considère que les nuisances en termes de saleté, en termes de bruit et en termes plus largement d'anarchie de l'espace public ne sont vraiment pas satisfaisantes. Et donc, une partie de notre travail est de régulièrement monter au créneau auprès de la police municipale, parfois aussi auprès de la police nationale. Justement, une photo qui a été prise ce matin. Voilà, donc vous envoyez, elle a été prise ce matin devant la canopée des Halles et ça illustre bien une scène... à laquelle vous êtes habitué finalement. Ouais, on ne s'y résigne pas, on la déplore très régulièrement, mais on ne veut pas s'y habituer précisément. C'est quoi les problèmes majeurs qu'on rencontre au quotidien? C'est des questions et des sujets d'incivilité au sens large du terme? Oui, et des incivilités dont une partie est sanctionnable sur le plan pénal, donc qui devrait faire l'objet d'un certain nombre de contraventions. Il y a parfois des comportements qui ne font pas l'objet de sanctions pénales, des comportements un petit peu agressifs, etc. Il y a un gros problème de saleté, il y a beaucoup de dépôts sauvages, c'est un quartier où il y a beaucoup de sorties, donc il y a des problèmes d'épanchement d'urine, de souillures diverses et variées. Il y a des problèmes ensuite de bruit. C'est maintenant l'un des quartiers, je qualifierais le quartier de plus grand bistrot à ciel ouvert et très souvent open bar d'ailleurs de la capitale probablement. Donc il y a des nuisances sonores qui sont énormément importantes. De nuisances sonores pour les riverains et d'ailleurs ça fait que la typologie commerciale du quartier, compte tenu de la bistrotisation de celui-ci, est même nuisible pour les autres activités commerciales. Comment est-ce qu'on explique une telle situation, Kevin Havet, malgré la présence policière, la présence notamment de la police municipale sur site ? Tout d'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des femmes et des hommes qui composent la police municipale, puisqu'on a la chance d'avoir à Paris une police municipale. C'était un engagement de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle l'avait pris devant les Parisiennes et les Parisiens, qui l'avaient massivement soutenu. Et on a réussi à obtenir une réforme de la loi, puisque la ville de Paris était la seule à ne pas avoir le droit d'avoir une police municipale. Tout à fait. Et on a pu changer cette chose historique. Et donc, on a une police municipale nouvelle. Une police municipale qu'on souhaite créer, notre police municipale exemplaire. Une police municipale de encore du travail. Proximité. Il y a toujours du travail, sinon on ne ferait pas de la politique, on ferait autre chose. Et c'est une police municipale de proximité qu'on veut. C'est un mot qui n'a pas été dit jusqu'à présent, et je tiens à le dire, puisque c'est ce que moi me demandent les Parisiennes et les Parisiens au quotidien, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Anne Hidalgo et Nicolas Norman, qui est l'adjoint à la maire de Paris en charge de la sécurité. Et donc on déploie cette police municipale, on fait des recrutements massifs tous les ans, et moi j'y participe. C'est vrai, d'ailleurs le nombre d'agents de la police municipale est passé de 555 en 2022 à 2300 en 2024, donc les recrutements sont là. Je crois qu'on n'est pas au niveau espéré encore qui avait été proposé. On était autour de 5000 agents qui devaient être recrutés.
toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, disons, pendant les JO. On veut recruter davantage d'agents, c'est une priorité. On veut des agents qui ressemblent à nos quartiers. Moi, je suis un élu du 18e arrondissement. Ça veut dire quoi, des agents qui ressemblent avec des gens qui viennent de nos quartiers, qui composent et qui comprennent nos arrondissements. C'est hyper important. En ce moment, on est en train de déployer des référents de quartier pour qu'on ait ce contact, cette proximité, qui connaissent à la fois les commerçants, vous l'indiquez, qui connaissent les associations, qui connaissent les habitants. Et puis la typologie, de chaque quartier, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure dans le témoignage justement de notre invité, de Nicolas Martin-Lalande. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la typologie et de la capacité à répondre aux besoins spécifiques d'un arrondissement, voire d'un quartier. Vous avez totalement raison. On est ici des élus d'arrondissements différents, mais même à l'intérieur même de nos arrondissements et même à l'intérieur d'un même quartier, il y a une finesse à comprendre ça. Et puis, ce que veulent les habitants, moi, les habitants, ils ne me demandent pas des Robocop. Je crois que vous vouliez parler tout à l'heure un peu plus de l'armement. Je n'ai aucun habitant qui me demande un Robocop comme la police municipale de Nice. S'ils veulent ce choix-là, qu'ils aillent à Nice. Moi, ce que veulent les habitants, ils veulent de la proximité. Ils veulent du résultat. Ça a été dit, et on a besoin d'avoir du résultat. Donc vous dites à ceux qui veulent plus de sécurité, allez à Nice. Non, on veut des résultats et nous, on le fait de manière coopération excellente et avec la préfecture de police. Et on travaille, moi je travaille au quotidien, évidemment très bien avec le commissaire de police, avec Laurent Nunez. On salue notre travail et c'est ce qu'on appelle un continuum de sécurité. C'est la police municipale qui remplit ses missions sur la police municipale et la police nationale également. On y reviendra parce que c'est un sujet important sur la coordination des forces. Et également sur des missions communes. Moi je prends mon quartier, la Porte Montmartre, on a le record de Paris d'opérations communes. On travaille en extrême intelligence et c'est sur ça qu'il faut qu'on amplifie, qu'on aille encore plus loin. Valérie Montandon, la réponse policière qui est proposée et justement les moyens qui sont mis en place dans les quartiers sont jugés pour un certain nombre de Parisiens et notamment par les élus d'opposition comme insuffisantes. Pourquoi ? Les policiers municipaux font leur travail comme ils le peuvent, ça c'est clair, mais ils ont des difficultés, leurs conditions de travail sont difficiles. Déjà, les effectifs, ce n'est pas anodin. En effet, la maire de Paris, lorsqu'elle a promis la police municipale, je tiens à le rappeler que c'était juste avant les élections municipales, de 2013 à 2019, elle était farouchement contre, et puis en 2019, face à la demande pressante des Parisiens, elle a complètement changé d'avis sur ce sujet. La sécurité qui est une des priorités des Parisiens. Des Parisiens. Et tant mieux. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser que si police municipale il y a aujourd'hui, c'est parce qu'en le vote de 2021, le groupe Changer Paris, les élus de droite ont voté en effet pour la police municipale, alors que Anne Hidalgo n'avait pas la majorité dans son propre camp. Les écologistes ne voulaient pas, et donc si la droite n'avait pas eu un vote, qui divisait même du côté énormément. D'ailleurs, je pense que si les compétences futures de la police municipale n'évoluent pas forcément, c'est parce qu'il y a dissonance au sein de la majorité. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais donc les policiers travaillent comme ils le peuvent, mais les effectifs qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, ça nuit en effet à leur travail. Vous avez raison de dire que l'objectif affiché était de 5000 policiers pour les JOP, et que finalement on est péniblement aujourd'hui, je crois, sur 2300 agents. Plus ou moins à la moitié de cet objectif. À la moitié des objectifs. Donc ça forcément, sur le terrain, ça manque. Ensuite, c'est aussi, monsieur disait qu'il ne voulait pas des Robocop. Nous, au contraire, on a des demandes que la police soit armée. Avec le groupe Changer Paris, nous demandons depuis le début que la police municipale de Paris soit armée avec des armes létales. Pour l'instant, elles ont juste des bâtons de défense et des bombes lacrymogènes. Et pour nous, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça changerait concrètement sur le terrain ? Déjà, les délinquants sont de plus en plus armés, de plus en plus violents. Donc ça permettrait déjà aux policiers municipaux, qui sont des cibles, parce qu'en fait, ils ont l'uniforme, mais sans tout l'équipement qui va avec. Donc déjà, pour nous, ils risquent d'être des cibles et ça leur permettrait de pouvoir rebondir en cas d'attaque. Ça leur permettrait aussi de défendre mieux les Parisiens. Et puis, ça a aussi un pouvoir coercitif lorsque vous êtes armé. Et c'est le cas d'ailleurs des grandes villes. Il n'y a pas que Nice. Lyon aussi, Marseille aussi. Donc nous, on pense que dans les grandes villes, et notamment Paris, qui est une capitale, qui est une ville tournante, c'est d'avoir des policiers qui peuvent éventuellement se défendre les Parisiens, ou au moins avoir ce pouvoir coercitif. Un avis peut-être, Nicolas Martin-Lalande, vous qui représentez une association de riverains. Nous, on pense qu'il y a un problème de lisibilité dans la répartition des compétences entre police municipale et police nationale. En tout cas, pour le commun des mortels, c'est vrai que c'est très peu clair. Je vous donne un exemple qui, à mon avis, est éloquent. Si vous avez des problèmes de nuisances sonores d'origine professionnelle, a priori, c'est la police municipale qu'il faut appeler. Simplement, s'il y a de la musique, du son amplifié, par exemple de la musique, dans ce cas, il faut appeler la police nationale. Donc c'est quand même un peu sibyllin. Donc il y a un problème de lisibilité, ce qui fait que les Parisiens n'ont pas le réflexe
réflexe police municipale, si je puis dire. Donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Moi, je partage aussi l'idée selon laquelle il faut qu'il y ait davantage de personnel sur le terrain et qu'il soit vraiment mobilisé dans ce que l'on pourrait appeler les points noirs en termes d'incivilité. Ça veut dire que les maires d'arrondissement ou les maires de secteur, en l'occurrence pour le centre... C'est une cartographie des zones à problème, pardon ? Oui, et les maires d'arrondissement ont désormais la compétence de flécher l'action de la police municipale qui se trouve sur leur territoire. Et je crois qu'ils doivent faire un fléchage un petit peu plus engagé politiquement. Pour gagner en efficacité. Absolument, absolument. Sur la question de cette police municipale armée, vous y êtes favorable ou vous y êtes défavorable ou c'est un sujet qui ne concerne pas directement les... En tant qu'association, on n'a pas de position arrêtée. Simplement, dans les échanges que l'on peut avoir avec les policiers municipaux, que ce soit en off ou en on, un certain nombre apparaissent quand même favorables à cela, mais pour des enjeux d'attractivité du métier. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'être armé peut participer d'un certain prestige du métier qu'ils exercent. J'ajoute que pour un certain nombre d'entre eux, il y a probablement aussi la crainte, comme l'évoquait Madame Montandon, d'être pris pour cible potentiellement sans avoir la possibilité de riposter. Je ne savais pas que c'était un avantage comparatif, dans le cadre de... Si je peux me permettre, aujourd'hui, moi je prends un arrondissement comme le 18e, les missions sur lesquelles la plus-value est de la police municipale, quand on sécurise, on donne instruction pour sécuriser une sortie d'école, il n'y a pas de verbalisation, je n'ai pas besoin d'armement, et là ils remplissent pleinement leur rôle de police municipale de proximité. Quand on a eu pendant la crise du crack, et que l'État n'était pas au rendez-vous, quand la police municipale, matin et soir, accompagnait des enfants à la sortie de leur résidence pour aller à l'école, il n'y avait pas de verbalisation et il n'y avait pas besoin d'armement et ils remplissaient pleinement leur mission. Et je pourrais démultiplier ces missions-là où l'obsession du chiffre, il s'entend, c'est un élément important, c'est pour ça qu'on a souhaité communiquer, on a souhaité publiciser et on a, la première ville de France à s'être engagée pleinement dans cette démarche-là. Mais la politique du chiffre, ça c'était Sarkozy, nous on est sur autre chose, c'est la police municipale de proximité, c'est une police qui remplit des résultats au service des Parisiennes et des Parisiens, des petits écoliers comme je disais, aux plus âgés, et c'est là où on est pleinement utile et il faut qu'on aille encore plus loin et on va le faire demain. Vous me parlez de chiffres, j'ai envie qu'on discute justement de cette répartition du nombre de PV qui ont été dressés par la police municipale en 2024. 94% rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les infractions routières, 6% seulement dans le cadre des incivilités. Ça ne reflète pas pourtant la réalité sur le terrain. C'est d'ailleurs pour ça que les Parisiens, souvent, ils ont un bilan très mitigé sur la police municipale. C'est parce qu'ils ont l'impression, et ça se traduit dans les chiffres, que la police municipale délaisse parfois les incivilités autres en lien avec les mobilités. Alors certes, il faut agir sur les mobilités, ça fait partie de la voirie, c'est l'espace public et c'est une grande surface du territoire, mais 94% en effet sur les 3 ans. J'ai regardé les chiffres, que ce soit la dernière année 2024 ou depuis la création de la police municipale, on est vraiment sur cette tendance et en plus à la baisse, puisque lorsqu'on regarde les chiffres du premier trimestre 2025 par rapport au premier trimestre 2024, on a encore une baisse à peu près de 15% des PV en lien avec les autres incivilités. Alors qu'on n'arrête pas de décrire finalement ces incivilités qui sont grandissantes dans Paris. Je peux me permettre juste sur ce chiffre-là, juste factuellement une augmentation de 8000 PV sur le premier trimestre, juste sur ce chiffre-là. Et puis, une manifestation très claire. Donc c'est qu'il faut que ça augmente ? Notre objectif très clair, peu importe l'augmentation ou la baisse, nous ce qu'on veut c'est du résultat. Oui, mais si c'est ce que demandent les Parisiens. Ce que nous demandent les Parisiens, c'est la priorité aux piétons. Et donc oui, c'est la priorité aux piétons à l'encontre des automobilistes qui ne vont pas respecter... C'est le code de la rue. C'est le code de la rue, ça a été une volonté de la maire de Paris et c'est ce qu'on met en place. Et c'est pour ça qu'on déploie ça et la police municipale a parmi ses missions, je dis bien parmi ses missions, le respect de ce code de la rue, donc la priorité aux piétons. Mais là, pardon, vous me parlez de priorité aux piétons, très bien, mais que ça soit aussi disproportionné justement sur cette répartition du nombre de PV, que ça soit une des priorités évidemment et un des points d'action de la police municipale évidemment, et vous avez raison de le rappeler, c'est vrai que la piétonisation de Paris a été majoritairement demandée par un grand nombre de Parisiens. Mais pardon, 94%, 6% pour les incivilités, on est très loin même d'un équilibre. Alors si je puis me permettre, juste sur ce chiffre-là, il y a aussi une verbalisation par le biais de caméras qui fait que ça gonfle peut-être un peu ces chiffres. Ça gonfle pas, mais ça en fait ça montre aussi tout simplement, c'est-à-dire que si on parle typiquement de la police municipale et des équipages sur le terrain, c'est pas 94% de leur temps de leur verbalisation que eux effectuent. Moi, par exemple, j'ai les chiffres juste d'une caméra, je pourrais vous juste le dire, qui est à l'angle de la rue Marx-Dormois et de la rue Riquet, qui a sur un mois plus de 1000 PV. C'est pas 1000 PV qui ont été mis. Et donc, c'est important d'avoir la complexité et la finesse des chiffres. Et donc, les statistiques, on peut leur faire tout dire et n'importe quoi. Ça, je compte bien sur Madame Rachida Dati pour leur faire dire n'importe quoi. Je pense qu'il faut avoir un peu, comme je dis enfant, on n'a pas une politique du chiffre. À aucun agent de la police municipale, on leur dit
faut que vous fassiez tel chiffre à la fin du mois. Il n'y a pas de nombre prime, de PV sur les infractions routières qui est demandé aux agents. Il n'y a pas de prime sur le chiffre. Ça n'existe pas et ça n'existera pas avec nous à l'endroit de la police municipale. Les caméras ne sont pas non plus, ils ne doivent pas non plus être axés que sur la circulation et notamment les voitures motorisées. Je vais vous donner un exemple bien précis. Par exemple, les gravats, on peut utiliser oui, mais alors pas partout. Je peux vous dire que c'est très compliqué. Lorsque j'ai présidé la mission d'information et d'évaluation sur les voies de Vincennes et Boulogne, justement, on avait fait une préconisation, mon groupe politique, pour qu'il y ait mis en place, comme à l'ONF, des caméras qui permettent de visualiser les dépôts de gravats qui sont vraiment un fléau dans les bois, notamment le bois de Boulogne. Et ça nous a été refusé. Nous, on voit souvent en fait que les caméras, qui en plus, notamment pour les écologistes, sont le grand tabou. Quand c'est pour la voiture, il n'y a pas de problème, mais lorsque c'est pour d'autres missions d'incivilité, là, du coup, il n'y a plus personne. Donc c'est 2 poids 2 mesures, et ça se traduit justement par ces chiffres qui sont disproportionnés. C'est une réalité. Je le redis encore, oui, il faut sécuriser, il faut sanctionner ceux qui ne respectent pas les voies de bus, ceux qui ne respectent pas les voies de cyclistes. C'est une réalité, mais à un moment donné, il faut que le curseur soit remis un peu plus de façon équilibrée, et là, c'est pas le cas. Les autres incivilités, qu'elles soient les nuisances sonores, la propreté ou encore même la tranquillité publique, sur une petite, bien sûr, délinquance, là, on sent une absence, et ça, pour nous, c'est une volonté politique qui ne se traduit pas dans la réalité. Nicolas Martin-Lalande, une réaction peut-être? Du côté de notre association l'ADRAC, on considère effectivement qu'il faut davantage d'actions avant, pendant et après les incivilités, si je puis dire. Après, c'est la verbalisation, on considère qu'il faut davantage de sanctions. Mais ce n'est pas une finalité, c'est ça? Non. Pendant, on pense que les règles d'intervention de la police municipale devraient être modifiées, qu'elles devraient davantage être une police d'intervention. Et ce à quoi on attache beaucoup d'importance, c'est avant. On considère qu'il devrait y avoir et par prévention, on entend la sensibilisation. Je n'ai jamais vu à Paris de grandes campagnes de sensibilisation contre tout un tas d'incivilités. En tout cas, aux citoyens lambda que je suis, ça a vraiment échappé si ça a eu lieu. Et je crois qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus, de sensibilisation, pour espérer faire évoluer les mentalités et par conséquent les comportements. Dans ce cas-ci, avec plaisir, et en particulier avec ma collègue de Paris Centre, Véronique Levieux, pour qu'on fasse une tournée. On fait ça avec des acteurs, des associations, en particulier sur la prévention du bruit. Et moi, je salue l'ensemble des commerçants qui font partie de ces campagnes. Je pense au Pierrot de la Nuit, etc., à plein d'autres acteurs avec qui on accompagne. Il faut qu'on aille plus loin, très certainement, vous avez totalement raison. Mais on fait ce travail-là de prévention, d'anticipation pour justement, moi typiquement, je fais régulièrement dans mon quartier, dans mon arrondissement, aller voir aussi les commerçants, etc., sur plein de choses à respecter pour qu'on puisse avoir un point d'équilibre entre, évidemment, Paris est une ville où on aime être sur l'espace public, où on aime être auprès des commerçants. Donc le partage de l'espace public entre les différents acteurs. Il faut que les riverains aient aussi une forme de tranquillité et puissent être sereinement chez eux. Il y a ce point d'équilibre. J'étais encore il y a quelques heures avec des riverains, on parlait d'un établissement en particulier. Ce point d'équilibre, il n'est pas facile à trouver, mais je pense qu'on est en train de le trouver. Une réaction peut-être sur la répartition finalement des PV entre arrondissements. Pardon, là on a l'impression que je chipote, mais c'est intéressant parce que justement on est très loin des idées reçues. Alors les arrondissements les plus verbalisés dans le cadre de la protection routière sont le 12e arrondissement avec 121 000 PV, soit une hausse de 44% par rapport à 2022. Le 16e arrondissement avec 100 000 PV. Et quand on parle des incivilités, c'est le 5e arrondissement qui est le plus, qui compte le plus grand nombre de PV dressés. 10 000 contraventions, c'est une hausse de plus de 66% en 2 ans. Pardon, mais quand on cartographie Paris, on n'a pas l'impression que ça respecte... il n'y a pas vraiment de logique entre effectivement les incivilités qui sont constatées par les riverains, celles qui remontent des associations de riverains, notamment sur la question des incivilités, peut-être plus encore que celle des infractions routières, et la réalité des PV dressés, le 5e arrondissement. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les missions de la police municipale, elles sont plurielles. Et aujourd'hui, par exemple, quand on demande à la police municipale de sécuriser une sortie d'école, quand on demande à la police municipale d'être sur une place, je pense par exemple à la porte de Clignancourt, tous les soirs, pour sécuriser cet espace-là, il n'y a pas de verbalisation. Et je pense que ô combien ils remplissent pleinement leur mission de police municipale de proximité. Donc comment on décrypte ces chiffres d'incivilité ces chiffres, et c'est bien qu'on puisse avoir le débat autour de nous, parce que la ville de Paris est la première à avoir lancé la publicité de ces chiffres-là, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'analyse de l'action de la police municipale. C'est pour ça qu'on va aller plus loin aussi pour être un peu plus dans le qualitatif. Le quantitatif permet d'avoir un regard, un premier regard, mais ça ne permet pas de comprendre l'entièreté de l'action de la police municipale. Et vous avez été très clair là-dessus.
Mais sur le 5e arrondissement, qu'est-ce qu'on en déduit? Que c'est un arrondissement compliqué à gérer, qu'il y a des incivilités particulièrement fortes dans le 5e arrondissement par rapport à d'autres arrondissements parisiens? Mais pour expliquer les chiffres du 12e et du 16e déjà, c'est parce qu'il y a les bois qui sont rattachés à ces arrondissements. Donc déjà, et il y a des flux de trafic dans les bois. Qui sont plus importants. Cela dit, et là j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'empêche que, par exemple, dans le 12e arrondissement, je vois qu'il y a des objectifs qui sont fixés, qui sont plus axés sur les voitures motorisées que sur le reste des incivilités. Et c'était encore plus visible dans le bois, parce qu'avant d'avoir les chiffres de 94% d'infractions liées aux mobilités, je les avais eus justement dans le cadre de cette mission dans les bois de Vincennes, et on atteignait 97% d'infractions liées à la sécurité. Le curseur dont vous parliez tout à l'heure était positionné sur les infractions. Positionné sur les infractions de la mobilité, alors que dans les bois, on a de vraies incivilités, les campements sauvages, ce sont des espaces verts, donc tout ce qui est incivilité et infractions sur les espaces verts et les règlements, il y en a aussi beaucoup. Et on sentait que là où justement il aurait dû avoir un focus sur ces incivilités autres que les mobilités, eh bien c'était encore un ratio qui était encore plus fort. Donc voilà comment moi j'explique cette disparité. Là, forcément, c'est aussi physique en raison des bois, mais c'est aussi en raison d'une volonté politique. J'aimerais qu'on parle des moyens et qu'on écoute Rudolf Granier. Il s'est exprimé pendant le Conseil de Paris. C'était le 20 novembre 2024. Il est conseiller de Paris élu dans le 18e. On l'écoute évoquer les moyens et questionner la maire de Paris sur les moyens qui sont effectivement alloués à cette police municipale. Par votre inaction, vous devenez coupable. Le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publique, c'est le Code général des collectivités publiques qui le dit, territorial, pardon, et c'est le rôle de la police municipale. Autoriser la saisie des produits de vente à la sauvette, réguler la circulation avec la police municipale par exemple, et cela devrait permettre de fixer la police nationale, de se concentrer sur ses propres missions. La police municipale à Paris, elle devait également compter 5000 agents formés et opérationnels. Encore une promesse non tenue, ils ne sont que 2300 aujourd'hui, moins de la moitié de ce qui avait été annoncé. Et face au risque qu'ils subissent, ces chers agents de police municipale, et au manque de moyens à leur disposition pour assurer cette belle mission, certains quittent même leur rang. Alors ma question, elle est ici très simple, et je pense qu'elle appelle également une réponse très simple. Quand comptez-vous donner de vrais moyens à la police municipale, et quand comptez-vous enfin sortir de votre léthargie idéologique? Rudolf Granier a évoqué les missions de la police municipale qui sont plurielles, vous l'avez rappelé également tout à l'heure. Il évoque maintenant cette question de moyens et les moyens qui sont effectivement mis à disposition de la police nationale pour être efficiente. Est-ce qu'on manque aussi de moyens, de manière très concrète, pas uniquement de moyens humains, de moyens sur le terrain? Juste déjà pour revenir à ses propos, j'adore Rudolf Granier, mais je vois une fois de plus qu'une partie de la droite parle de sécurité, mais complètement à côté de la plaque. La police municipale n'a pas de compétence de saisie sur la vente à la sauvette. La régulation du trafic est une des compétences de la préfecture de police. Donc c'est de l'ordre de la police nationale. Et donc j'invite vraiment Rudolf Granier à revoir ses dossiers, et puis quand il aura bien revu ses dossiers, on pourra en parler de manière un peu plus sérieuse. Par contre, oui, de manière très sérieuse, pardon, ça rejoint ce que disait tout à l'heure. Demande une évolution, et on demande, nous, une évolution de la législation, avec plaisir pour qu'on puisse travailler davantage de concert sur la vente à la sauvette. On travaille déjà de concert. Tout à l'heure, j'évoquais le record de missions communes que nous avons entre la police municipale et la police nationale sur la vente à la sauvette. On essaye de travailler au maximum avec les compétences que nous avons. On peut saisir ce qu'on appelle sur abandon. C'est par exemple, et la police municipale le fait, par exemple, si un produit est laissé dans un buisson, etc., on peut saisir, mais on ne peut pas saisir sur les personnes. Ça, c'est le premier point. Et puis, je rappelle que la DOPC, qui est un des services, la direction de l'ordre public et de la circulation, son nom l'indique bien, est un des directions de la police nationale, de la préfecture de police. C'est elle qui est compétente pour la régulation. Nous, on appelle davantage. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est un choix du gouvernement, on a une baisse de ses effectifs. La priorisation, et ça peut se comprendre, donc on ne peut pas répondre au problème des manifestations. Mais peut-être. Enfin, on y répond de manière incomplète. Alors, c'est très bien qu'il s'adresse à la maire de Paris, mais qu'il en profite également, par exemple, pour interroger le ministre de l'Intérieur. Et moi, j'appelle le ministre de l'Intérieur à avoir davantage d'effectifs de police nationale au sein de la préfecture de police et également au sein des commissariats, pour qu'on puisse avoir davantage aussi d'agents qui fassent de la régulation de la circulation sur l'espace public. Davantage de policiers issus de la police nationale, ça veut dire plus de moyens, alors même qu'on est sur 147,5 millions d'euros d'investissement directement de la ville de Paris auprès de la préfecture de police pour justement financer cette police nationale présente dans la capitale. C'est la solution, Valérie Montandon, c'est de faire appel à cette police nationale pour compléter ce que ne peut pas faire la police municipale? Alors nous, on avait demandé en effet la montée des compétences de la police municipale pour
aider la police nationale pour que la police nationale puisse se concentrer sur la grosse délinquance et que la police municipale puisse gérer la petite délinquance. Il est vrai que pour l'instant, elle n'a pas les prérogatives pour le faire. Et il y a eu le lancement du Beauvau des polices municipales qui s'est achevé en mars 2025, mais qui finalement n'a pas fait beaucoup de recommandations et tout ce qui est prérogative est encore au débat. Moi, ce que j'espère, c'est que dans la loi de programme, le projet de loi de modernisation de la police municipale, il y aura en effet un sursaut. Je ne sais pas si les voix parisiennes, du moins de la majorité, porteront cette montée en compétences. Moi, j'ai cru comprendre que oui, mais c'est vrai qu'il y a tellement de voix parfois dissonantes dans votre majorité. Moi, quand j'avais porté le vœu en 2024 sur la montée de compétences, j'avais vu que dans les explications de vote des différentes composantes de la majorité, autant l'exécutif était en effet, Nicolas Norman était pour une montée en compétences, il s'en expliqué, autant les autres groupes politiques, c'était vraiment pas clair, et voire certains disaient qu'ils voulaient que ça reste en l'état. Donc, encore et pourtant, on y est obligé si on veut répondre aux enjeux qu'on mentionnait tout à l'heure. Il faut plus de lisibilité. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Nicolas Martin-Lalande, justement sur les prérogatives de chacun, et puis derrière, sur l'opérationnel, qu'on évite d'avoir à se renvoyer la balle sur le terrain, parce qu'effectivement, et vous l'avez rappelé très justement, la police municipale n'a pas toujours les compétences d'intervention. Elle n'a pas non plus accès aux fichiers, elle n'a pas accès par exemple aux fichiers des permis de conduire, des objets volés, signalés ou des personnes recherchées. Donc c'est vrai que ça lui manque. Nous, on espère que dans les montées de compétences, elle pourra donc traiter tout ce qui est violence, agression, dégradation, ce qu'on appelle petite délinquance, mais qui quand même est bien supérieure à des simples incivilités, et qu'ensuite elle ait accès aux différents fichiers qui lui permettront en effet de mener à bien ses missions, comme par exemple en effet les ventes à la sauvette, où elle ne peut que récupérer ce qui est laissé, mais qu'elle ne peut pas saisir en direct les éléments. Mais après, dans les compétences de la ville de Paris, il y a encore des marges de manœuvre. Nous, par exemple, on demanderait qu'il y ait une séparation entre les brigades qui sont justement censées gérer la sécurité routière, pour qu'elles puissent d'ailleurs travailler encore plus de façon conjointe avec la police nationale, et faire en sorte qu'au contraire, il y ait des brigades qui soient dédiées simplement aux autres incivilités. Et puis ensuite, négativement la tête, et puis ensuite aussi qu'il y ait plus d'attractivité. La police municipale, elle souffre énormément d'une crise d'attractivité. Manque d'attractivité. Déjà parce que les primes ne sont pas aussi poussées que dans les autres grandes villes, parce qu'elles ne sont pas pérennisées non plus, ni dans le processus, ni dans la prise en compte des retraites. Donc ça, c'est vrai que ça joue beaucoup. Il y a un turnover très important dans la police municipale. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez autant de mal à recruter. C'est même si vous recrutez, il y a un turnover qui est très important. Et puis aussi, les policiers n'arrivent pas à se loger à Paris. Le logement, c'est problématique pour de nombreux agents. Mais nous, on a toujours dit au groupe Changer Paris qu'il fallait qu'il y ait une priorité pour les agents qui ont des horaires décalés. Et c'est le cas, justement, des agents de la police municipale. Et là encore, ça peine à ce sujet. J'ai vu que vous n'étiez pas d'accord avec tout, Kevin Havet. J'aimerais juste, Nicolas Martin-Lalande, vous interroger sur une question qui est de l'ordre finalement du financement de ces activités. Yann Brossa disait: la ville a mis en place une police municipale, mais je ne vois pas assez la police nationale. Pourtant, Paris verse cette fameuse subvention de 150 millions d'euros à la préfecture de police. Je suis désolée, mais je ne vois pas cette police nationale à Paris. En matière de sécurité, les Parisiens doivent en avoir pour leur argent. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Est-ce que quand vous découvrez cette somme, quand vous voyez finalement ce que ça coûte de mettre en place une police municipale et de financer cette police nationale, vous vous dites: je ne m'y retrouve pas en tant que Parisien? Oui, du point de vue du financement national des forces de sécurité, mais je crois que du côté de la ville de Paris, le financement n'est pas plus satisfaisant. Je vous rappelle qu'on est à 9 milliards d'euros de dette, et on sera probablement à 12 milliards à la fin de la mandature. Où va l'argent, si ce n'est à la police municipale? Le problème d'attractivité, c'est un problème de ressources humaines naturellement, mais il est en lien avec les ressources matérielles. Madame Montandon l'évoquait, il est évident que les enjeux de rémunération comptent. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur le fond, on pense vraiment que la police municipale a un rôle déterminant à jouer, et je ferai en partie mienne la théorie de la vitre cassée, c'est-à-dire le bon traitement des incivilités, c'est aussi ce qui empêche la dégradation d'un certain nombre de choses. Et donc c'est un cercle vertueux finalement. Absolument. Et donc je crois que dans le volet préventif que j'évoquais tout à l'heure, mettre vraiment une carte à jouer sur la police municipale, c'est très important. Merci beaucoup à tous les trois. On aurait pu en parler encore beaucoup plus longuement, mais on continuera évidemment à en discuter dans le cadre d'une prochaine invitation et d'un prochain plateau. Merci beaucoup. Merci. Et on passe...